Aller au Japon c'est bien, mais est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir quand on est une nana? C'est ce à quoi on essaie de répondre dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, encore une vidéo pour vous aider à venir au Japon si c'est votre projet. Après vous avoir expliqué comment trouver un travail, comment faire vos démarches de sécurité sociale, comment avoir un téléphone japonais, aujourd'hui on s'intéresse à un problème très pratique, à savoir les choses à savoir quand on est une nana au Japon. On va parler dans cette vidéo à la fois de sujets pas très drôles et de sujets purement futiles, c'est-à-dire que l'on va parler effectivement du côté safe du Japon, on va parler de choses plutôt futiles comme du maquillage, de l'épilation, et aussi des choses plus terre à terre, c'est-à-dire la contraception, les règles, etc. au Japon, comment est-ce que ça se passe. Bien évidemment, il y a des garçons qui peuvent tout à fait être concernés, vous avez le droit de vous épiler, de vous maquiller, etc. C'est pas un problème. Donc le premier point à savoir, c'est que le Japon est très probablement l'un des pays les plus safe pour venir seul en tant que nana, que ça soit en voyage ou pour une plus longue durée. Cependant, comme partout, safe ne veut pas dire totalement sans danger. C'est-à-dire que effectivement, ce n'est pas parce qu'on est au Japon que lorsque l'on sort, on laisse son verre sans surveillance. Il y a des choses qui peuvent arriver et malheureusement, il y a des connards partout dans le monde. Le Japon n'est pas différent. Au Japon, on se fait globalement beaucoup moins emmerder dans la rue, mais ça n'est pas pour ça qu'il n'y a pas des fois des gens absolument abrutis qui viennent te voir et te dire sexe shitai. Et il peut y avoir des japonais qui peuvent être insistants et parfois des japonais qui sont un petit peu des chasseurs de gaijin, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument sortir avec une occidentale parce que les occidentales ont la réputation d'être voilà. Et que donc c'est pas parce qu'on est au Japon qu'il faut croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pas le cas. Pour la petite anecdote et pour la petite histoire, voilà 3615 My Life, ce qu'il faut savoir c'est que moi je n'ai jamais été emmerdée au Japon. Que ça soit depuis que j'y vis ou quand j'étais en touriste, etc. Mais il y a quelque chose à savoir, c'est que en France je ne me faisais quasiment jamais emmerder parce que je suis une femme. C'est-à-dire que je ne suis pas celle qu'on va venir voir en disant ouais tu baises, etc. Non, moi on va me dire ouais Satan, etc. Cependant, j'ai pu faire l'expérience lorsque je suis sortie avec des amis à moi qui ont pas du tout un look extrême comme le mien. Et effectivement, dans certains quartiers, le soir, etc., il y a des mecs un peu relous qui vont essayer de les aborder, etc. Surtout si vous êtes jolie, blonde, mince, etc. Bref, vous voyez le délire. Si comme moi, vous avez la gueule qui est à mi-chemin entre le corbillard et la passoire, globalement, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas croire que le Japon est un pays complètement safe, avec un très grand respect de la femme, etc. Parce que c'est pas le cas. Par exemple, effectivement, lors des rush hours, c'est-à-dire le moment où le train est bondé de chez bondé, il y a ce qu'on appelle des phénomènes de chikan. Le chikan, c'est du groping, c'est-à-dire, on enfin, t'as compris quoi ? C'est quelque chose qui personnellement ne m'est pas arrivé, mais je connais beaucoup de personnes à qui c'est arrivé et il y a certaines lignes particulièrement qui sont connues pour être malheureusement le terrain de jeu de personnes pratiquant le chikan. Là encore, tout est à remettre dans son contexte. Quand on voit certaines vidéos qui ont tourné sur ce qui se passe dans certains RER ou dans certains métros, on n'est pas du tout au même niveau au Japon. Cependant, ça veut pas dire que effectivement c'est un pays où il va rien vous arriver. Malheureusement, ça peut arriver. À part ça, il n'y a pas de précaution à prendre. Rentrer seul le soir, c'est tout à fait normal, même par le dernier train. Alors je pense que, comme partout, quand on est une femme, il vaut mieux éviter d'être bourrée, raide, morte, dans l'espace public seule. Les seules nanas que j'ai vues vraiment raide, étaient entre amis. Donc, si vous avez prévu de vous mettre une race monumentale, soyez pas seule. Mais globalement, l'espace public au Japon est un espace public où les femmes ont leur place, où il est tout à fait normal d'être seule, d'aller au café seule, etc. Si vous allez par exemple manger, je sais pas, au fast-food du coin toute seule, vous n'allez pas vous faire emmerder par un gros beauf, on va respecter toujours votre espace vital. C'est juste effectivement, comme partout, il y a des connards, notamment dans les trains bondés et notamment dans les quartiers de la nuit. Pareil, si vous prenez un hôtel et que vous vous rendez compte que vous êtes dans un quartier un petit peu chaud, genre certains quartiers d'Ikebukuro, etc., faut pas en avoir peur, personne ne va vous faire chier. Par contre, effectivement, vous aurez pas vraiment de doute par rapport aux activités qui peuvent se pratiquer dans les établissements autour. Après voilà, ça gêne ou ça gêne pas, moi perso j'en ai rien à battre, les gens font bien ce qu'ils veulent. Comme je ne vois pas comment faire de transition, on va passer directement au deuxième sujet, à savoir tout ce qui va être règles et compagnie. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que à ma connaissance, les tampons ce n'est pas du tout quelque chose de répandu. Donc si vous ne jurez que par des tampons et que vous venez ici pour une très courte durée, je vous conseille vraiment de les amener dans votre sac parce que à ma connaissance, ou en tout cas de ce que j'ai vu, on n'en trouve pas. Vous trouverez par contre des serviettes à peu près partout, que ça soit dans le moindre combini du coin ou dans le moindre drugstore du coin. Comme moi je n'ai plus mes règles depuis des années, je ne les ai pas testées, donc je ne peux pas vous dire en termes d'absorption, etc. si ça vaut nos serviettes à nous, mais il y a un choix qui a l'air assez large. Ce qu'il faut cependant savoir, c'est que
j'ai l'impression que la plupart des serviettes sont parfumées et déjà en France on commence à se dire que bon, nos serviettes Always etc, blanchies au chlore et tout, c'est pas forcément bon. Alors le truc parfumé, pardonnez-moi, je ne sais pas du tout. Essayez peut-être d'en trouver des non parfumés et sachez que si vous avez un problème pour choisir votre paquet de serviettes hygiéniques, avec Google Translate vous pouvez tout simplement activer le mode appareil photo et vous pourrez voir directement en live ce qu'il y a décrit dessus et normalement vous arriverez peut-être à trouver des serviettes non parfumées. Pour celles qui utilisent la cup, je sais qu'a priori quand on utilise la cup on a besoin d'avoir un petit lavabo etc pour la rincer. Fréquemment vous trouverez partout des toilettes handicapées, donc vous pouvez les utiliser si vous avez effectivement besoin d'avoir un lavabo à disposition pour nettoyer votre cup par exemple. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au Japon les toilettes publiques il y en a partout, genre vous faites 100 mètres vous trouvez des toilettes publiques, genre vous allez dans un 7-Eleven ou dans un combini vous trouverez des toilettes publiques, sauf dans les endroits ultra touristiques genre à Harajuku ou à Shinjuku c'est un petit peu plus dur de trouver les toilettes publiques, mais de toute façon au pire vous avez les toilettes de la gare. Et contrairement à la France, les toilettes de la gare, vous pouvez y aller sans aucun problème. Je pense qu'en France, à moins d'être vraiment obligé de chez obligé, je ne mets pas mon cul dans une toilette de gare. Ici, il n'y a aucun souci, c'est très très propre. Après, c'est peut-être la stériliser, mais a priori, si vous êtes là sur une longue durée, vous avez accès à une cuisine. Après, bon, faire ça dans la cuisine de sa share house, je suis pas sûre que j'aurais osé personnellement, mais bon, après tout, pourquoi pas, ou vous faites ça à une horaire où il y a personne et vous avez pas besoin d'avoir une conversation gênante. Oui, salut, qu'est-ce que tu cuisines? Ah, rien, juste ma cup. Et après, si ni les serviettes ni la cup ne vous conviennent et que vous venez au Japon pour une longue durée, bah c'est peut-être le moment d'envisager d'autres manières pour gérer le sang de vos règles, hein. Ça peut être des protections hygiéniques, lavables, ça existe maintenant. Maintenant, il y a les culottes de règles genre Fempo qui semblent plutôt bien. Donc voilà, sachez juste que si vous venez ici pour une longue durée au Japon, ça sera pas de tampon et qu'a priori, la composition des serviettes, c'est pas ça. Bah du coup, la transition, elle est toute trouvée pour parler de la contraception au Japon, puisque bah malheureusement, hein, généralement, ça nous incombe, ou en tout cas en grande partie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, la contraception qui est entre guillemets reine, c'est tout simplement le préservatif. La pilule n'est pas du tout aussi répandue que chez nous. Ce qui veut donc dire qu'en gros, il n'y a je crois que 2 types de pilules qui sont autorisées sur le marché au Japon, et ça correspond à des pilules œstroprogestatives, oh putain c'est chiant à prononcer, bref ce sont des pilules entre guillemets première et deuxième génération en France avec des œstrogènes et de la progestérone. Ce qui veut donc dire que si vous avez une pilule particulière, que ce soit une pilule troisième génération ou une pilule uniquement progestative, vous ne la trouverez pas en pharmacie au Japon. Vous pouvez aller chez un gynécologue, chez un docteur, tout ce que vous voulez, bah c'est juste pas sur le marché. Pourquoi? Bah tout simplement parce que la pilule ici elle est arrivée dans les années 90 et globalement il y a une sorte de lobby autour de ça qui fait que ce n'est pas du tout une méthode de contraception reconnue ici. C'est vraiment très très rare, je crois qu'il y a genre 15% de japonaises qui sont sous pilule, etc. Du coup, si vous avez une pilule qui vous convient, que vous souhaitez conserver ce moyen de contraception, etc. et que vous venez ici pour une longue durée, amenez-en 12 mois avec vous. En France, il est tout à fait possible de demander à votre médecin de vous prescrire pour 12 mois de pilules et de préciser sur l'ordonnance que ça doit être retiré en une seule fois parce que vous partez à l'étranger. C'est très très simple, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, pour amener vos 12 mois de pilules, et ça marche aussi avec tout autre type de traitement, hein, si vous êtes épileptique, si vous avez des migraines, etc. Si vous emmenez plus de l'équivalent d'1 mois de traitement au Japon, vous devez, avant de venir dans le pays, remplir un formulaire pour la douane qui s'appelle le Yakkan Shumei, qui est en gros une sorte de papier où vous allez expliquer que vous emmenez tel médicament qui contient telle molécule pour telle raison. C'est à faire en anglais, pas en japonais, et ils vous refuseront jamais d'amener votre pilule, ils vous refuseront jamais d'amener vos médicaments pour la migraine, etc. Par contre, effectivement, la méthadone, ça risque de moins bien passer. Alors bien sûr, vous pouvez aussi faire passer vos 12 mois de pilule en douce, etc. Mais étant donné que c'est quelque chose qui est tout à fait accepté, que le formulaire n'est quand même pas très très difficile à remplir, c'est quand même dommage de se retrouver avec des problèmes à la frontière en arrivant juste parce qu'ils ont ouvert votre valise en mode random et que vous avez 12 plaquettes, etc. C'est quand même con de se faire emmerder par la douane japonaise alors que c'est juste un formulaire à remplir. Je vous mettrai le formulaire là-dessous en barre d'infos et j'essaierai de sortir un article sur le blog pour vous expliquer comment le remplir puisque moi j'ai dû le faire aussi pour un de mes traitements et aussi pour ma migraine. Bien évidemment, hein, la pilule n'est pas le seul moyen de contraception et vous pouvez tout à fait vous dire que partir au Japon pendant 1 an c'est peut-être le bon moment pour vous faire poser par exemple un dispositif intra-utérin, ce qu'on appelle
appelle généralement le stérilet. Si jamais c'est votre choix et auquel cas très bien pour vous, n'oubliez pas de le faire avec suffisamment d'avance, c'est-à-dire vous ne faites pas poser pour la première fois un DIU genre un mois avant votre départ. Tout simplement parce que parfois vos premières règles vont être compliquées, parfois il va y avoir des complications, laissez-vous un petit peu le temps de vous familiariser au truc et de pouvoir retourner voir un gynéco en France. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les consultations gynécologiques au Japon, ça coûte une blinde. En plus de ça, vous allez avoir des problématiques pour trouver quelqu'un qui parle anglais. Alors il y a des sites. Donc vous trouverez sur le site de l'ambassade toute une liste de médecins qui parlent anglais ou français, mais vraiment évitez-vous cette emmerde. Et si vous choisissez de vous faire poser un implant ou un stérilet, etc., faites-le suffisamment en amont pour avoir eu le temps de vous familiariser avec le truc et d'avoir pu gérer tous les problèmes en France. Et pourquoi est-ce que je vous parle de moyens de contraception et pourquoi est-ce que c'est important, etc. D'une part parce que globalement c'est un sujet important, mais aussi parce que si jamais il arrivait un accident et que vous vous retrouviez enceinte, eh bien sachez que c'est la galère. Sachez que l'avortement est tout à fait autorisé ici, il est même globalement totalement accepté par l'opinion publique, on peut même avorter jusqu'à très très tard, et quasiment 6 mois je crois. Il n'y a pas de médecin ici qui refuse l'avortement pour clause de conscience, etc. Blabla, rien à foutre, tout simplement parce que l'avortement ça coûte tellement cher que c'est tellement de thunes qu'ils vont pas faire... C'est horrible ce que je suis en train de dire. Mais en gros, ici, un avortement, ça coûte super cher, donc t'as pas envie de devoir débourser 1000 balles ou 2000 balles pour te faire avorter au Japon. De toute façon, à ce prix-là, t'as aussi bien fait de prendre un billet retour pour la France, voilà. Plus vous êtes loin dans la grossesse, effectivement, plus ça coûte cher, et sachez que dans tous les cas, c'est uniquement un avortement chirurgical, c'est-à-dire que l'avortement très très tôt, comme on peut avoir en France, qui est juste avec des pilules à prendre, n'existe pas ici, c'est forcément chirurgical. Et dernier point là-dessus, la pilule du lendemain. La pilule du lendemain, elle existe au Japon. Cependant, pour avoir la pilule du lendemain, vous devez obtenir un rendez-vous avec une ordonnance, etc. Donc, sachant que plus tu t'éloignes du moment du danger, moins c'est efficace, le temps que tu trouves un bon médecin qui parle suffisamment anglais pour toi, le temps que tu aies ton ordonnance, ton rendez-vous et que tu ailles à la pharmacie, globalement ça te grignote du temps, etc. Et en plus, elle coûte cher. Il n'y a que la pilule du lendemain première génération ici, et elle doit coûter quelque chose comme 80 balles, sachant qu'en France elle coûte 5 €. Du coup tu vois ce que je vais te conseiller. Globalement c'est quelque chose que je te conseille quel que soit l'endroit où tu voyages dans le monde. Voyage avec une pilule du lendemain. Tu sais jamais ce qui peut arriver et il est très probable que tu ne l'utilises absolument pas, mais entre le décalage horaire, le fait que parfois tu vas dans des pays et que tu manges des trucs qui peuvent te barbouiller, et on rappelle que si tu prends la pilule et que tu gerbes dans les 3 heures, elle n'est plus efficace. Tu peux demander à ton médecin en France de te faire une ordonnance en lui expliquant. Généralement ils comprennent tous et ils trouvent ça même très très bien que tu puisses y penser, etc. Si tu as une ordonnance en France, elle te sera remboursée. Et bon, je sais qu'il y a des pharmaciens ou des pharmaciennes en France qui sont des gros connards et qui refuseront de te la délivrer parce que blablabla, on prend pas ça à la légère. Donc soit t'es à l'aise avec ça et tu les envoies chier, tu leur rappelles la loi et tu fais un scandale, soit juste tu vas à la pharmacie d'à côté et puis basta, voilà. Et maintenant qu'on a traité tous les sujets sérieux, on va pouvoir traiter des sujets complètement futiles, à savoir le premier, et le truc qui moi me fait le plus chier et que je suis contente de savoir à l'avance, c'est le maquillage au Japon. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui adorent la beauté japonaise et il est vrai qu'il y a de très très bons produits, les eyeliners, les bébés crèmes, les fonds de teint, etc. Oui, mais si tu aimes comme moi les fards à paupières ou les rouges à lèvres absolument improbables, tu peux te brosser. Le maquillage au Japon est plutôt en tendance soit très naturel, soit je me donne un air fatigué, mais globalement les fards à paupières pétants, les rouges à lèvres pétants, c'est pas du tout la norme, c'est pas du tout quelque chose qu'on trouve facilement dans les drugstores, etc. Donc il y a bien NYX ici, mais il y a une seule boutique NYX, c'est à Harajuku, donc si t'es ailleurs au Japon, voilà. Du coup, si tu viens ici et que t'as envie de te faire plaisir, etc., emmène tes propres palettes de fard à paupières de la France, tu seras contente de les avoir. Et pour le reste, genre les liners, les fonds de teint, etc., tu peux te faire plaisir ici parce qu'ils ont des trucs vachement bien. Du coup, globalement, depuis que je suis arrivée ici, je ne me maquille qu'avec des produits français que j'ai achetés à Sephora, parce que Sephora, c'est mon amour. Sache aussi qu'il n'y a pas de Sephora ici, donc il faut te préparer à peu près 1 an de sevrage de Sephora si tu viens ici en PVT. Sache que je pense que c'est le truc le plus dur à vivre pour moi. Et puisqu'on reste dans l'esthétique, sache que si tu as l'habitude de t'épiler à la cire, ici, je n'en ai pas vu, a priori ça n'existe pas. On utilise un rasoir, voilà, old school. Je ne dis pas qu'il n'y a pas peut-être de la cire dans, je sais pas, certains trucs d'import ou quoi que ce soit, mais c'est pas du tout la norme l'épilation à la cire, ou en tout cas l'épilation à la cire à la maison.
Si c'est uniquement à la maison, tu vas utiliser un rasoir comme tout le monde. Donc pareil, si tu viens ici pour une longue durée, soit t'emmènes ta cire avec toi, soit tu te convertis au rasoir, soit bah il est temps de prendre tes dispositions et d'accepter tes poils tels qu'ils sont, ok? Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. À vrai dire, quand j'ai écrit cette vidéo, quand j'ai préparé mes sujets et tout, ça me semblait vachement logique comme enchaînement, ça me semblait vachement intéressant, mais en fait je me rends compte que les transitions entre les sujets, c'était n'importe quoi, donc désolé par avance. Si vous êtes une nana et que vous vivez au Japon, n'hésitez pas, si vous pensez que j'ai dit des conneries, notamment en termes de prix, en termes de disponibilité de certains trucs, etc. Ou pareil, si vous connaissez, je sais pas, des serviettes relativement clean et tout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les autres personnes que ça pourrait aider. Si vous vivez dans un autre pays que le Japon et autre que la France, bah dites-moi comment c'est chez vous, comment vous faites pour toutes ces problématiques, que ça soit des problématiques de serviettes ou des problématiques de rasoir, ça m'intéresse toujours, je trouve ça toujours très très intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me soutenir sur Utip en regardant une pub de 30 secondes, vous me donnez 5 centimes, ce qui me permet de manger des patates parce que les patates c'est la vie. En attendant la prochaine vidéo qui sera mercredi, qui normalement est la vidéo sur les concerts que j'attends le plus au Hellfest, mais qui sera peut-être en retard parce que mercredi c'est mon anniversaire et que généralement je ne travaille pas le 20 mars. Donc en attendant cette prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!